Bonjour, je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu des sujets brûlants qui nous préoccupent. En effet, je m'exprime sur différents supports, dont mon compte Facebook Ryan Landuzen, sur différents sujets. Et bon, comme je manque un peu de temps, j'ai expliqué aussi ma situation depuis à peu près 10 mois et est assez compliquée au niveau santé. Et donc aujourd'hui, je retrouve la pêche, etc. Mais ça reste compliqué parce que je dois réintégrer un petit peu tout le circuit professionnel. Et bon, j'ai pas encore toutes les capacités de pouvoir le faire. Et je prépare mon projet professionnel, je prépare beaucoup de choses. Donc quand je me trouve sur les réseaux sociaux, pour moi ça doit aller assez vite. J'ai assez peu de temps à consacrer à ces choses-là et donc je balance un petit peu les émotions que j'ai et qui sont des émotions qui sont liées à des connaissances que j'ai acquises depuis 25 ans sur la géopolitique, les politiques stratégiques des différents acteurs mondiaux, des pays, des organisations de pays et des organisations internationales, des multinationales. Et effectivement, je réagis avec des choses assez concises qui peuvent parfois perturber les gens. Et puis, je lance un petit peu des énervements, mais qui peuvent être perçus comme des accusations, en tout cas par certaines personnes qui peuvent le prendre personnellement. Ne le prenez pas personnellement. Par contre, j'assume tout à fait pouvoir lancer des invectives sur les responsabilités qu'ont les individus par rapport à ces situations-là, par leur manque de prise de position, par leur manque d'action et puis la responsabilité collective dans tout ça. Alors, une des premières choses que je voudrais évoquer, c'est le danger des nationalismes. Et ça, j'en ai parlé plusieurs fois, donc j'ai eu des gens qui sont intervenus, dire oui, le nationalisme c'est bien, la nation c'est bien, etc., etc. Aujourd'hui, on est en 2022. À notre époque, le nationalisme n'a plus rien à faire dans les objectifs qu'on devrait, les impératifs qui nous traversent, à savoir le changement climatique, la résolution des défis sociaux, environnementaux et économiques. Ce qui nous intéresse, c'est demain comment on va pouvoir survivre, comment on va pouvoir inverser, alors inverser c'est pratiquement impossible maintenant, mais comment on va pouvoir réduire au maximum les effets de l'anthropocène, c'est-à-dire les effets des sociétés humaines, de la production industrielle, des rejets polluants, les effets des densités des populations sur l'espace mondial, sur la Terre, sur les espaces naturels, sur les espaces cultivables. Et donc, comment est-ce qu'on va pouvoir se nourrir, comment est-ce qu'on va pouvoir assurer ce repli qui va être obligé parce qu'on va avoir moins accès aux ressources énergétiques, beaucoup moins accès. Et tout ça est en train de se produire en plus en ce moment. Et donc pour en revenir au nationalisme, attention, les nationalismes et les nations, danger. Danger parce que les nations sont des concepts qui sont apparus au XIXe siècle principalement, et qui ont été là pour construire une identité nationale, un attachement à des entités, des pays qui étaient en train de se construire et qui sont allés chercher dans l'histoire des constructions historiques qui justifiaient les frontières qui étaient présentes à tel moment et qui justifiaient qu'il y ait un projet national euh, orgueilleux, on va dire, basé sur moi et nous, nous faisons bien dans notre projet national par rapport à d'autres pays, par rapport à nos voisins qui sont nuls, qui sont ci, qui sont mis, les autres qui sont inférieurs, etc., etc. Et ces nations-là ont justifié tout un ensemble de choses. Et régulièrement au cours de l'histoire, on se resserre du concept de nation pour servir différentes causes politiques, euh, des présidents,
la société, des ensembles gouvernementaux ou entre différents pays qui collaborent pour justifier, en tout cas pour instrumentaliser ce qu'ils ont à des fins et à des objectifs qu'ils ont envie de mettre en œuvre. Donc on le voit, l'idée de la nation, elle est là pour créer une espèce d'émotion collective, un sentiment de fierté, une fierté en réaction ou une fierté en construction d'un projet national, mais c'est aussi une fierté en réaction par rapport à d'autres, à des étrangers, à des pays menaçants, etc., etc., et qui justifie tout un tas d'interventions, de guerres, et puis qui sert aussi et on le voit à l'heure actuelle, qui sert à détourner l'attention des problèmes majeurs. Alors pourquoi détourner l'attention des problèmes majeurs? Parce qu'on ne peut pas les résoudre. On pourrait se poser cette question-là. Oui, en effet, ça pourrait être très légitime. On ne peut pas résoudre une grande partie de ces problèmes majeurs, donc on détourne l'attention. Mais donc si c'est le cas, on détourne l'attention, pourquoi faire? Soit on se dit on ne peut pas les résoudre et on laisse la situation se détériorer, et on peut très bien assumer de laisser se détériorer la situation et assumer de voir qu'on ne pourra plus assurer les capacités alimentaires des populations, qu'on ne pourra plus assurer les niveaux de vie, les transports, l'éducation, l'énergie, etc. On pourrait très bien voilà, assumer et le dire clairement à la population. Ou on peut aussi, et c'est ce que peut-être trahissent ces intentions-là, instrumentaliser tout ça et euh, accaparer les ressources qui vont être utilisées pour maintenir un certain niveau de vie à des populations qui sont riches, on va dire les populations bourgeoises supérieures, les grands riches, les ultra riches, qui vont pouvoir maintenir un certain niveau de vie et jusqu'à quand, puisque de toute façon tout est lié et ils ne pourront pas vivre dans une bulle, même s'ils prévoient de vivre sur Mars, même s'ils ont prévu de construire des îles artificielles. On voit bien que les ultra-riches n'ont pas tant de réalité, n'ont pas tant de capacité stratégique. Peut-être qu'ils sont aussi induits en erreur par les gens qu'ils fréquentent, par les scientifiques ou pseudo-scientifiques qu'ils fréquentent, ou les politiques qui peut-être leur promettent des espaces réservés dans lesquels ils pourront survivre dans un monde qui sera devenu moribond. En réalité, c'est faux. Il n'y aura aucun espace qui sera préservé. Ils vont juste capter une partie de ces ressources, une grande partie de ces ressources pour pouvoir continuer à court terme et à moyen terme. Le moyen terme, en ce moment, même le moyen terme commence à être très difficile en ce moment à envisager. Donc, à moyen terme, garder un certain niveau de vie et des privilèges. Donc, encore une fois, attention à ces idées de la nation. Ces idées de la nation sont très facilement instrumentalisables. Elle nous fait perdre de vue toute rationalité. Elle nous fait perdre de vue la mémoire même à court terme. Aujourd'hui, on plébiscite un président qui a pratiqué pendant 5 ans la casse sociale. On l'a vu, a été mis en procès pour inaction environnementale, et on pourra en parler. Malgré la multiplication de dispositifs censés mettre en œuvre la transition écologique, on voit qu'en fait ces dispositifs n'ont pas de capacité réelle, parce qu'ils n'ont pas de levier réel sur les territoires, d'articulation, de moyens humains, des moyens financiers disponibles, mais effectivement sans capacité d'ingénierie territoriale, même si c'est présenté comme tel, ne sont en fait, on voit que ces dispositifs, ce ne sont en fait que des récupérations de mouvements, d'intentions, de mouvements citoyens, d'initiatives qui sont, elles, très louables, mais quand elles sont récupérées, en tout cas, deviennent un peu des coquilles vides, puisqu'il n'y a pas réellement de volonté de changer le paradigme et de créer d'autres types d'économies, des économies de subsistance, des économies qui pensent la résilience du territoire, des territoires, et qu'ils pensent en termes d'alimentation, d'énergie, etc. Et pour créer des entités territoriales, et notamment locales, qui soient autosuffisantes et qui permettent de répondre à leurs besoins.
en définissant leurs besoins sur un cadre territorial limité qui permet de limiter le fait de faire venir des ressources extérieures, de l'énergie qui vient de l'extérieur, des produits qui viennent de l'extérieur, etc. Et qui font que chaque territoire est trop dépendant du système mondialisé qui, lui, est en train de s'écrouler. Donc, euh, nationalisme, danger, un nationalisme qui nous fait perdre de vue les objectifs principaux, qui instrumentalise différentes stratégies politiques, mais qui nous éloigne de ce qu'on a à faire. Et en réalité, ce qu'on a à faire est quelque chose qui nécessite que les gens puissent s'organiser, puissent identifier sur quel territoire ça va se passer, comment ça va se passer, où elle va se passer la solution finalement. Est-ce que la solution, elle peut être affectée au niveau global avec tous ces États et ces gouvernements qui ne cessent de parler de solutions, qui ne cessent de se réunir pour faire des conférences, mais au final, il n'y a rien qui est résolu. La pauvreté est toujours énorme et les inégalités sont criantes, les désastres climatiques, l'effondrement du vivant, et puis bon, on va le voir, l'effondrement économique, l'effondrement social qui est aussi en cours. Et les solutions ne se trouvent pas dans l'idée que simplement on va rester dans la contestation juste par la parole, par le blabla, comme dirait Greta Thunberg. On va juste à un moment donné râler, 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 râler et espérer qu'à un moment donné ça change. Ou bien se poser uniquement dans la révolte et les manifestations qui de toute façon sont arrivées aujourd'hui à l'essoufflement. Et donc on en revient à moi ce que je propose depuis un certain temps, c'est d'abord identifier de bons territoires d'action et puis sortir de la parole et réserver, en tout cas, sortir de la parole en pensant que parler des problèmes suffira pour les résoudre, ou contester ou râler sans arrêt suffira pour les résoudre, mais se poser dans un cadre d'action qui va permettre de les résoudre. Et dans ce cadre d'action-là, la parole a une importance et qui doit être affectée, et l'énergie de la parole doit être affectée principalement à la résolution des problématiques, c'est-à-dire se retrouver autour d'une table, échanger ces problèmes de vie quotidienne, quels sont les problèmes autour de nous, quels sont les problèmes du voisinage, de la commune, du département, à la limite, on ne va pas aller chercher quand même trop loin, mais au maximum le département ou à une échelle territoriale qui ressemblerait à un petit département sur lequel on va exprimer tout ce qu'on pourrait faire à partir de nos besoins, quels sont nos besoins, quels sont les besoins du territoire, comment est-ce que vont s'organiser la résolution des besoins, comment est-ce qu'on va organiser tout ça entre nous, et on va les résoudre entre nous. On imagine le territoire local comme un espace où, en mobilisant tous les acteurs du territoire, on va créer cet espace préservé, cet espace de sécurisation, où on va mettre en œuvre le changement nécessaire. Et on peut imaginer que si tous les territoires se comportent comme ça en faisant passer le message, on peut arriver en court-circuitant les mécanismes euh, qui sont volontaires de toute façon, hein, des gouvernements qui veulent préserver les bourgeoisies, qui veulent préserver les intérêts des multinationales. Donc on court-circuite un petit peu tout ça et on recrée localement, sans leur demander leur avis, ces solutions locales. Sans avoir besoin d'utiliser la force. Alors peut-être des fois, quand il y en aura besoin, etc., ça peut très bien se faire, mais on recrée localement les conditions que eux nous empêchent qui nous empêchent de mettre en œuvre pour garantir notre subsistance, pour préserver les acquis civilisationnels aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourra conserver en réfléchissant low-tech, en minimisant l'empreinte environnementale et la consommation d'énergie dans ce qu'on fait. On peut conserver beaucoup de choses, beaucoup de progrès qu'on a pu mettre en œuvre. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous dire, pour vous rappeler les enjeux principaux. Attention aux nationalismes qui sont instrumentalisés. Alors encore une dernière chose là-dessus, puisque le sujet brûlant, c'est la Russie. Donc ce nationalisme qu'on instrumentalise à l'heure actuelle en présentant uniquement, alors par exemple on parle de crise ukrainienne qui est à l'origine de tous nos problèmes, de la flambée des prix de l'essence, et sur lesquels on va pouvoir faire porter beaucoup de choses, alors qu'en réalité c'est négliger totalement le rôle qu'ont pu avoir ben,
les impérialismes européens et américains, l'impérialisme européen n'étant qu'une déclinaison de l'impérialisme américain, puisqu'ils sont suiveurs, mais il n'y a pas que des suiveurs. La France est un impérialisme en soi, et le Royaume-Uni également, qui ont des stratégies personnelles sur différentes parties du monde, notamment en Afrique pour la France, et qui participent à des conflits, des conflits dont vous, les populations, n'avez pas réellement les enjeux. Et qu'aujourd'hui on voudrait brouiller les cartes géopolitiques en parlant de complotisme. Alors il faut savoir que brouiller les enjeux, c'est pas qu'à l'heure actuelle que ça s'est produit. Aujourd'hui, on a des mots qui sont très pratiques et qui correspondent un petit peu à l'évolution d'une société qui a simplifié beaucoup de choses, une société de l'image, une société où les gens sont devenus très égocentriques, repliés sur eux-mêmes, et donc on s'adresse à ces modèles-là, à ce que sont devenus ces gens aujourd'hui, en simplifiant un peu tout pour eux, et donc au travers du nationalisme, mais aussi au travers de ces idées de complotisme, de théorie du complot, dans lequel on met tout et n'importe quoi en réalité, et on peut se servir de cet argument jusqu'à l'épuisement sans aucun problème. Et donc on peut effectivement s'en servir pour brouiller les pistes. Et donc brouiller les pistes, ça veut dire ruiner le travail qu'ont fait les chercheurs en termes de géopolitique, des journalistes qui décrivent des situations et qui contestent aussi des discours dominants qui ont lieu depuis une centaine d'années, on va dire, hein, pour justifier des actions qui sont prises. Et donc, dans le cas de l'Ukraine, on va se recentrer parce que sinon on peut partir très loin. Dans le cas de l'Ukraine, c'est aujourd'hui, on veut faire de la Russie un grand méchant. La Russie n'est absolument pas innocente, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais on veut faire de la Russie un grand méchant en effaçant tout simplement le rôle que peuvent avoir les États-Unis et l'Europe dans la situation, à savoir qu'à l'époque déjà de l'affrontement entre le bloc soviétique et le bloc capitaliste, il y avait déjà tout ce travail d'influence pour saper un petit peu les réalisations du bloc communiste, qui ne sont pas que des mauvaises réalisations, qui ont essayé quand même. Il faut quand même voir que le bloc communiste a été une opposition aux hégémonies bourgeoises et puis qui a essayé de mettre en œuvre un projet social. Qu'est-ce qu'il y a de si mal à mettre en œuvre un projet social? Une contestation sociale. Alors ça a dérivé, c'est devenu une dictature des ouvriers. Alors c'est devenu, mais à la base, il n'y a aucune intention de faire une dictature des ouvriers en mettant en place un système communiste. Il y a eu des expériences communistes qui ont été des expériences de démocratie locale, de démocratie participative. Donc c'est juste, alors, il faut séparer communisme qui est un système d'organisation sociale et économique, avec l'idée de la démocratie ou de dictature qui sont des systèmes politiques. Donc on a des capitalismes qui sont des dictatures, on a des capitalismes qui sont des démocraties, et donc on voit bien que ce sont quand même deux choses qui sont différentes. Et donc, de toute façon, on n'est plus dans ces oppositions entre bloc capitaliste et bloc soviétique. Mais on est quand même dans des oppositions de système, à savoir qu'on a un bloc dominant qui est les États-Unis et l'Union européenne, qui sont dominants à plein niveau. C'est pour ça que moi, des fois, je fais des parallèles aussi avec, pour faire comprendre de quelle manière s'exerce cette domination, une domination qui a été coloniale et qui a imposé partout sa vision, qui a cherché à justifier cette vision par tous les moyens, en écrasant la dignité des peuples, en écrasant même leur expression ou la légitimité de leur expression ou de leur revendication, en déformant leur histoire. Voilà, en fait, ça a été vraiment la foire du trône, en fait, de toutes ces histoires-là ont été démentielles. Je pense que l'histoire jugera un petit peu tout ça de manière très démentielle, et donc qui a continué. Quelque part, la Russie, qui fait partie du monde blanc, si on la regarde, c'est des gens qui sont blancs, mais qui ne sont pas considérés comme tels au final. Je crois que ces notions de blancheur sont des notions un petit peu ridicules en soi, puisque on définit des fois des choses on est capable de qualifier des gens qui sont blancs de non blancs finalement, où on trouve des blancheurs à des propriétés qui ne le sont pas.
Et donc la Russie, finalement, fait partie d'un monde d'opposition au monde occidental qui a pris place dans les années 20 du XXe siècle et qui ensuite se sont continués, même après l'effondrement du bloc soviétique. Il y a eu une période un petit peu de latence où on a pensé que la Russie allait rejoindre le bloc occidental dans la forme qu'il a. Et puis finalement, on voit que par la conjonction de différents phénomènes, la Russie n'a pas rejoint le bloc, pas forcément que de son intention, mais c'est que le bloc, quelque part, je vais vous le dire comme ça, mais ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et il y a quelque chose de stratégique en fait dans cette idée de ne peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est qu'elle ne veut pas accueillir toute la misère du monde dans le sens où, pour pouvoir être riche, le bloc occidental doit pouvoir créer et maintenir la misère, ou du moins ce qu'on appelle la division mondiale, la division des tâches au niveau mondial. On a des pays dont on va exploiter les ressources minières et qui vont rester des pays pauvres. On a des pays intermédiaires qui vont être des ateliers. Certains pays intermédiaires arrivent à sortir de ce statut, grosso modo, encore que hein, ça reste quand même très compliqué. Quand ils arrivent à sortir de ce statut, certains comme la Chine recréent à leur échelle ce système d'inégalité et de division finalement, et c'est ce qui permet à la Chine de créer une espèce d'illusion d'être arrivée à la modernité alors qu'il y a des grands espaces d'exploitation et de pauvreté qui restent en Chine, à côté de grands espaces à côté du moins d'espaces de haute technologie, de haute organisation sociale, du moins d'une organisation sociale qui pousse très loin dans l'optimisation. Et, euh, et donc, voilà, on ne peut pas, l'existence d'un bloc riche ne peut se faire que par l'existence d'autres blocs qui ont des fonctions spécifiques. Et dans ces fonctions spécifiques, on ne peut pas leur donner le même accès à la richesse. Alors ce sont des phénomènes qui ont été décrits par des économistes. On a Emmanuel Wallerstein qui en a parlé et qui a collaboré avec d'autres scientifiques sur la question, donc Fernand Braudel qui est un historien. Et j'ai partagé d'ailleurs un ouvrage qui a été sur lequel Emmanuel Wallerstein et Braudel ont participé, c'est les damnés de la Terre, et qui explique un petit peu bon, toute l'organisation en fait de cette exploitation au niveau mondial. Et donc il faut voir le travail qu'ont eu le bloc occidental sur différentes parties du monde pour maintenir ce système d'exploitation. Maintenir ce système d'exploitation, c'est aussi maintenir une domination sur l'environnement, sur la manière dont on exploite l'environnement, le rapport qu'on a avec l'environnement qui ne change pas encore jusqu'à aujourd'hui et qui explique pourquoi il n'y a pas de changement. Et ce travail qui a eu lieu effectivement envers la Russie. Alors la Russie, c'est comme je vous le dis, est un pays qui a connu une certaine période de battement. Euh, son poids fait que son poids et ses structures, etc., ont fait qu'elle n'a pas rejoint finalement le bloc occidental. Elle a évolué vers une espèce d'autocratie avec Poutine qui a pris le pouvoir, enfin, d'une certaine manière en tout cas, qui a été élu, puis qui s'est assuré de maintenir son pouvoir sur les institutions russes et qui a donc pérennisé son pouvoir. Et qui petit à petit a observé la situation internationale, a observé le jeu des États-Unis et ce qu'il a fait comme projet sur le Proche et le Moyen-Orient au travers de ces mouvements qui ne sont pas spontanés, qui ont été le printemps arabe, dans lesquels ont été impliqués différents jeux médiatiques, différentes influences politiques, des financements médiatiques dans les pays arabes. Il a vu ce qui s'est passé en Syrie, il a vu ce qui s'est passé euh, en Bolivie, au Venezuela, et ce qui a continué à se passer comme pression sur Cuba. Et la Russie, quelque part, même si elle n'était plus communiste, s'est dit
qu'il fallait qu'elle retrouve une certaine puissance et qu'il fallait qu'elle se réaffirme au niveau international pour pouvoir faire face à ces pressions-là. Ces pressions-là qui ne se sont jamais arrêtées et quelque part, même si la Russie a montré patte blanche dans les années 90, elle a cédé beaucoup de choses au niveau de sa sphère d'influence, de ses intérêts même économiques, puisque la plupart des pays de l'Est ont rejoint l'Union européenne et qu'elle a vu que l'espace de l'ancienne Union soviétique qu'elle a reformé sous forme de la communauté des États indépendants, la CEI, qui était censé être un peu son espace dans lequel un peu comme l'Union européenne, dans lequel elle maintient son influence, mais aussi un marché local, un marché commercial, etc., était lui aussi menacé. Les trois pays baltes qui, dès les années 90, rentrent dans l'Union européenne, et puis l'extension de l'OTAN. Bon, tout ça, voilà, vous pourrez avoir de nombreuses vidéos qui en parlent d'une autre manière que le bombardement médiatique qu'on a à l'heure actuelle. Mais c'est toujours cette vision du bloc occidental, d'une Russie qui est menaçante et qu'on doit calmer. Alors, cette vision du bloc occidental, c'est une vision qu'elle a pour toute la planète. Tout le reste de la planète est menaçant, est perçu comme menaçant d'une manière ou d'une autre. Et tant que on a des espaces qui sont affaiblis, donc ils ne sont pas menaçants. Quand on a des espaces qui ont une certaine affirmation, comme la Russie, comme la Chine, eh bien, ils sont perçus comme menaçants. D'autres espaces qui sont en émergence sont pas perçus menaçants parce que ils ont des coopérations qui sont importantes, ils sont intégrés à l'économie mondiale et ne représentent pas de menace particulière parce qu'ils ont un certain rapport, soit de non-alignés par rapport à l'ancien bloc, à l'ancien affrontement entre l'Est et l'Ouest, et n'avaient pas développé à l'époque des capacités suffisantes pour être menaçants. C'est le cas de l'Inde, par exemple, qui continue encore à l'heure actuelle d'adopter une stratégie de non-aligné tout en essayant de devenir une puissance internationale comme est la Chine. Et on l'a vu au travers d'autres exemples, comme c'est le cas de l'Iran, sur lequel on a fait tout un pataquès sur le développement de l'arme nucléaire iranienne. En fait, l'Iran, c'est une expression d'une affirmation nationale, pour le coup, dans ce cas, donc qui est critiquable évidemment, mais d'une affirmation d'un pays en tout cas, et qui a voulu suivre sa voie de manière très indépendante au moment de la révolution islamique de 1979, qui est en fait pas qu'une révolution islamique, mais qui est aussi une révolution d'affirmation sociale et politique, en quelque sorte non alignée, et qui a développé ses propres stratégies régionales d'influence pour contrer ces influences du bloc occidental, et donc un jeu qui ne plaît absolument pas aux grandes puissances et qui ont trouvé au travers du développement du nucléaire, qui en fait n'était pas un développement, il n'a jamais été prouvé que c'est un développement purement militaire de l'arme nucléaire. L'Iran a certainement joué quand elle s'est vue opposer un petit peu tout ce, toutes ces démonstrations sur le nucléaire iranien, etc., comme quoi c'était dangereux et comme quoi ils avaient un programme militaire, en a certainement joué de la situation pour se faire remarquer au niveau international et appuyer sur son rôle de puissance, en tout cas puissance régionale. Donc à chaque fois, on a des déformations de situation qui créent des échauffements au niveau international et des échauffements médiatiques dans le monde occidental qui réveillent ces consciences nationales. Et pour revenir à l'Ukraine, donc aujourd'hui, quand on a ces expressions médiatiques, elles négligent totalement l'implication, ces implications dont je vous ai parlé, cette vision du bloc occidental envers le reste du monde, qui est une vision paranoïaque, qui est une vision agressive et qui maintient et qui légitime en fait toutes sortes d'actions internationales qu'on cherche à légitimer au travers de l'ONU, mais des fois qui sont faites de manière complètement unilatérale par certains pays qui lancent des guerres à l'encontre du droit international.
Et on pourrait aller plus loin, en fait, hein, sans parler de guerre, on peut dire qu'il y a de toute façon plein d'actions géopolitiques qui sont menées au niveau international, qui ont pour but de déstabiliser des pays, de faire tomber des gouvernements. C'est pas d'aujourd'hui, c'est très connu de la part des États-Unis, mais c'est aussi connu de la part de la France dans son précaré qui est la France-Afrique. Et donc, en fait, on a affaire à des choses qui sont décrites au niveau géopolitique et donc au niveau scientifique depuis des années et qui ont l'air d'étonner les gens quand on leur dit, quand on leur parle. Il faut juste renvoyer les gens à la formation du savoir. C'est-à-dire, les gens aujourd'hui considèrent qu'il est important de parler de tout et se donnent une importance stratégique en disant, ben voilà, moi je participe à quelque chose et je sais et je veux me mobiliser pour ça, pour ce qu'on est en train de me dire. Mais les gens, quelque part, ne cherchent pas, euh, se contentent simplement de ce qu'on leur donne comme discours, tout comme d'autres l'ont fait aussi pendant les décennies précédentes, hein, quand il a fallu justifier les guerres. Les guerres de décolonisation, notamment quand il a fallu justifier les guerres de colonisation, encore avant. Donc on suit et on ne cherche pas trop à savoir. La différence avec aujourd'hui, c'est qu'on a un savoir qui semble accessible à tout le monde, mais qui est en fait un savoir qui est totalement biaisé. C'est le savoir médiatique, c'est la formation de la pensée par les médias, qui est totalement différente de la pensée construite, du travail des scientifiques dans différentes disciplines qui ont des méthodes très spécifiques, comme peuvent l'avoir par exemple un coutelier ou un menuisier, qui ont des méthodes très spécifiques pour produire ce qu'ils ont à produire, hein, et qui est quelque chose de bien fini, de bien réalisé. La science, c'est également ça, c'est-à-dire tout un ensemble de méthodes qui vont produire une pensée qui se tient, qui tient droit, et qui progresse, qui s'alimente de différents savoirs et qui ont quelque chose de cohérent à proposer. Et c'est totalement différent de ce qui se passe au niveau de l'impression qu'on a du savoir médiatique. Et donc beaucoup de gens qui prennent ce savoir-là comme ça et qui ont l'impression d'avoir des choses importantes ensuite à relayer et à dire et qui se donnent de l'importance par rapport à ça, alors qu'il serait certainement préférable de revenir aux acquis et de revenir à ce qui est d'en venir à ce qui se produit comme pensée avec une méthode solide de production de la pensée et qui décrit ces ensembles de phénomènes et qui en plus ont besoin d'être approfondis parce que les sciences ne sont pas entièrement neutres non plus. Elles sont très intéressantes parce qu'elles donnent une méthode pour réfléchir, elles donnent une méthode pour comprendre. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est donc à vous orienter vers les démarches scientifiques et vers ce qu'elles ont à proposer comme méthode pour acquérir, former et faire évoluer le savoir, pour sans cesse développer cette compréhension du monde et l'enrichir. Parce que même au niveau scientifique, on peut dire que la formation de la pensée est très influencée par le milieu, par le milieu dominant. Donc dans le bloc occidental, très influencé par cette pensée-là. Heureusement, il existe des courants de pensée dans le monde scientifique qui contestent et qui décrivent bien cette domination du bloc occidental et sa manière d'opérer. Et puis bon, ben, effectivement, il y a aussi la pensée mainstream. C'est le courant de pensée dominant. On en parle beaucoup dans certaines disciplines, notamment dans la mienne, en géographie. On parle beaucoup de la pensée, et puis en écologie, on parle beaucoup de la pensée mainstream, c'est-à-dire celle qui domine et qui influence aussi les recherches qui font que quand un chercheur ou un doctorant ou un étudiant va formuler son projet de recherche ou son rapport, va le faire influencé par une pensée dominante. Alors qu'en réalité, le chercheur doit essayer de s'extraire au maximum de toutes sortes d'influences pour essayer de produire une analyse neutre et indépendante. En tout cas, expliquer sa partialité et expliquer pourquoi il a fait tel choix. Moi, par exemple, je me positionne depuis des années sur le fait de défendre ou le fait d'essayer de chercher des solutions aux inégalités, de défendre bien sûr toutes les populations qui sont opprimées, de défendre, d'essayer
dénoncer les inégalités ou l'exploitation. Qu'est-ce qui explique le fait qu'il y ait des pauvres? Partir déjà de l'idée que la pauvreté, partir de différentes conceptions, différentes représentations qu'on peut avoir de la pauvreté. Il y en a qui disent que la pauvreté, c'est bah, ils l'ont cherché, les pauvres, ils ne savent pas s'en sortir. Bah, moi, je prends ces constats-là, j'entends ce qu'on me dit et je me dis, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que vraiment les pauvres l'ont cherché? Et puis je me dis, mais qui dit ce genre de choses? Alors, je vois qu'il y a une certaine classe qui dit ce genre de choses. Je vois qu'il y a des gens qui écoutent ces classes-là dire ce genre de choses, et je vois que ces gens-là peuvent être aussi dans l'imitation de ce genre de classe. Ces gens-là veulent accéder à un certain confort ou essaient de reproduire un certain confort. Et donc pour ça, je me dis, mais quelles sont les attitudes de ces classes à la fois qui sont dans le confort et qui veulent reproduire un certain confort envers la pauvreté, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que j'ai construit ma pensée pour justifier et pour rejoindre en tout cas les théories qui décrivent l'exploitation et qui légitiment les exploitations, pour ensuite élaborer tenter d'élaborer des solutions pour sortir de ce système-là et avoir un système qui permettrait une répartition plus juste des ressources, qui permettrait de donner un accès plus égalitaire à l'éducation, à la santé, etc., même si elles paraissent égalitaires, qu'en réalité ne le sont pas. Bon, tout ça, ça peut se discuter à plein niveau. Et donc voilà quels ont été mes choix, et j'ai formé mes choix par rapport à ça. Voilà, donc tout ça pour vous dire, Nation Danger, il est vraiment très important pour vous de pouvoir acquérir du savoir et de pouvoir comprendre les enjeux réels, et pouvoir s'extraire de ces enjeux et former des solutions qui vont être des solutions euh, urgentes, parce que l'effondrement est là, on le voit. Aujourd'hui, tout ce qui se passe ne sont que des manifestations de l'effondrement. Les gouvernements qui développent des stratégies qui ne sont pas du tout pour le peuple, hein, il faut vraiment vous dire ça. Ce qui est en train de se passer n'est pas du tout dans notre intérêt. Contre la Russie, la politique sanitaire qui a été menée depuis le début du Covid et qui présente toutes sortes d'invraisemblances et qui ont justifié des dérives législatives, des évolutions législatives qui vont à l'encontre des intérêts du peuple. Donc tout ce qui est en train de se produire ne sont que des manifestations de l'effondrement contre lesquelles il faut pouvoir réagir et s'organiser. Et ça ne se trouvera pas dans l'émoi nationaliste qui est un émoi qui est instrumentalisé et qui vous fait perdre totalement pied avec les réalités locales, les réalités nationales, les responsabilités qu'ont les dirigeants envers leur peuple, et puis les responsabilités sur l'avenir, et sur assurer les besoins, et au niveau international, ces superstructures qui ont l'air de se présenter comme une gouvernance mondiale, mais qui en réalité ne font rien pour assurer le renouvellement des populations dans l'avenir. Danger, faites attention. À très bientôt dès que je trouve un peu le temps pour vous faire de nouvelles vidéos.